La pluie s'abattait sur Paris comme une sentence divine, transformant les pavés de la rue de Rivoli en un miroir brisé où se reflétaient les néons criards des boutiques fermées. Amaury poussa la porte de la banque avec une violence contenue, son parapluie dégoulinant sur le sol en marbre poli, et hurla intérieurement contre le destin qui l'avait réduit à mendier un prêt pour sauver son minuscule atelier de reliure au cœur du Marais. « Monsieur, vous ne comprenez pas » avait-il répété 100 fois à son banquier imaginaire, mais ce jour-là, les mots se coincèrent dans sa gorge quand il croisa le regard de Lucas, assis derrière le guichet comme un mirage sorti d'un film de Truffaut aux des yeux verts perçants, un sourire qui défiait la gravité de la crise économique. Amaury n'avait pas prévu cela. Il était venu pour de l'argent, pas pour un séisme émotionnel. À 32 ans, il portait encore les cicatrices d'un amour perdu à New York, où il avait fui 10 ans plus tôt pour échapper à un père homophobe et une mère qui feignaient l'ignorance. Paris l'avait accueilli comme une amante capricieuse, les ruelles étroites du quartier latin pour ses nuits solitaires, les cafés enfumés pour noyer ses doutes dans du café noir, et cet atelier où il restaurait des livres anciens, vestiges d'époque où l'amour osait dire son nom. Mais la pandémie avait tout ravagé, les clients avaient disparu, les factures s'empilaient comme des pages arrachées. Il avait besoin de 20 000 € pour relancer son affaire, ou tout s'effondrerait. Lucas leva les yeux de son ordinateur, et le temps sembla se figer. « Bonjour, monsieur. Un rendez-vous » Sa voix était un velours râpeux, teinté d'un accent du sud qui évoquait les vignobles de Provence. Amaury balbutia son nom, tendit son dossier froissé, et s'assit face à lui, sentant une chaleur inexplicable monter à ses joues. Lucas parcourut les papiers avec une attention presque intime, ses doigts effleurant les marges comme s'il lisait un roman interdit. « Votre projet est poétique, Amaury. Relier les âmes perdues des livres. C'est rare, de nos jours. » Il releva la tête, et dans ce regard, il n'y avait plus qu'une évaluation financière, une invitation muette, un fil tendu entre deux solitudes. La conversation dérapa vite. Au lieu de chiffres froids, Lucas parla de rêves brisés. « J'ai failli tout plaquer, moi aussi. Ce boulot de banquier, c'est une prison dorée. Mais parfois, une offre inattendue change tout. » Amaury rit nerveusement, ignorant que ces mots étaient un piège sucré. Quand Lucas proposa non pas un prêt, mais un partenariat, investissons ensemble dans votre atelier, et plus, le cœur d'Amaury s'emballa. Plus? Lucas se pencha en avant, son parfum de bois de santal envahissant l'espace confiné. Dîner avec moi ce soir. Pas pour affaire. Pour voir si nos histoires se croisent. Amaury quitta la banque sous la averse, le dossier sous le bras, mais l'esprit en feu. Était-ce une arnaque? Un flirt calculé? Ou le début d'un roman que Paris seul pouvait inspirer? Il marcha le long de la Seine, les lumières des bateaux-mouches dansant sur l'eau, et se surprit à sourire pour la première fois depuis des mois. Lucas, 35 ans, divorcé d'une femme qu'il n'avait jamais aimée, fils d'un vigneron provençal qu'il avait renié pour son orientation. Ils se ressemblaient comme deux ombres dans la même nuit. Ce soir-là, au restaurant Le Procope, sous les portraits jaunis de Voltaire, Lucas raconta son enfance, les vendanges sous le soleil impitoyable, les premiers baisers volés dans les vignes, la fuite vers Paris pour un job stable qu'il avait étouffé. Amaury, enivré par le vin rouge et les confidences, avoua ses nuits new-yorkaises, les clubs underground où l'amour était un feu de paille. Leur premier baiser eut lieu sur le pont des Arts, sous une lune voilée. Les cadenas d'amoureux accrochés aux grilles tintèrent comme un cœur approbateur. Amaury sentit les lèvres de Lucas contre les siennes douces, urgentes, porteuses d'une promesse qu'il n'osait pas nommer. « C'est fou, murmura-t-il, le cœur battant. »« C'est nous, répondit Lucas, et ils rentrèrent chez Amaury, dans l'appartement exigu au-dessus de l'atelier, où les livres empilés formaient des tours précaires. Leur nuit fut un tourbillon, corps entrelacés sur le lit défait, murmures en français mêlés d'anglicismes appris à l'école, rires étouffés contre l'oreiller. Pour la première fois, Amaury se sentit vu, non comme un artisan fauché, mais comme un homme entier. Les jours suivants furent un vertige. Lucas injecta de l'argent dans l'atelier, pas un prêt, mais un investissement personnel, fruit de ses économies secrètes. Amaury relança son site web, commanda du cuir italien, et bientôt, les commandes affluèrent, des éditions rares pour des collectionneurs parisiens, des reliures personnalisées pour des mariages LGBTQ+ dans le Marais. Lucas devint son ombre bienveillante, il apportait le café le matin, aidait à coller les pages le soir, et leur soirée se terminait toujours dans une étreinte qui effaçait les ombres du passé. « Tu es ma page blanche » chuchotait Lucas, traçant des doigts les tatouages discrets sur le torse d'Amaury, un arc-en-ciel effacé, souvenir de New York. Pourtant, sous cette idylle,
des fissures invisibles se dessinaient. Amaury remarqua les appels nocturnes que Lucas esquivait, les regards fuyants quand il mentionnait sa famille. C'est rien, disait-il, mais ses yeux trahissaient une tempête. Un soir, après un dîner arrosé au Moulin Rouge où ils rirent des cabarets kitsch en se tenant la main sous la table, Lucas avoua « J'ai un frère, Thibaut. Il sait pour moi, mais il me protège d'un secret plus sombre. » Amaury, attendri, l'embrassa pour sceller cette vulnérabilité partagée. Mais au fond de lui, une voix new-yorkaise, cynique et blessée, murmurait « Ne te fie pas trop vite. » Les mois s'écoulèrent comme les pages d'un grimoire ancien, et l'atelier d'Amaury devint un sanctuaire. Les rayons croulaient sous les volumes reliés à la main, des Balzac jaunis pour des veuves mélancoliques, des Proust pour des intellectuels en quête de temps perdu. Lucas, avec son flair commercial, avait transformé le site en une vitrine virtuelle qui attirait des clients du monde entier, eux-mêmes un magnate californien obsédé par les premières éditions de Kerouac. On est une équipe, disait Lucas, et Amaury y croyait, ivre de cette complicité qui comblait les failles de son âme. Il voyageait le week-end, un pèlerinage à Giverny pour admirer les nénuphars de Monet, où Lucas cueillit une fleur pour la presser entre deux pages vierges, une nuit à Lyon, dans un hôtel surplombant la Saône, où leurs corps se mêlèrent au rythme des cloches lointaines. Mais le conflit couvait, tapi dans les silences de Lucas. Un après-midi pluvieux, alors qu'Amaury cataloguait une Bible enluminée du XVe siècle, son amant reçut un appel qui le fit blêmir. « Thibaut » murmura-t-il avant de s'éclipser dans la cour arrière, sous les gouttes qui tambourinaient sur les tuiles. Amaury, feignant l'indifférence, tendit l'oreille, des mots hachés, le testament. « Père. Ne dis rien à personne. » Quand Lucas revint, son visage était un masque craquelé. « Tout va bien ?» demanda Amaury, posant une main sur son épaule. Lucas hocha la tête, mais ce soir-là, leur étreinte fut mécanique, comme si un fantôme s'était glissé entre les draps. La révélation vint comme un orage d'été, brutal et électrisant. C'était un vendredi soir, au café de Flore, où les habitués sirotaient des absinthes en débattant de Sartre. Amaury avait surpris Lucas en réservant une table privée, avec vue sur le jardin suspendu. Pour célébrer nos 6 mois, avait-il dit, un bouquet de roses thé à la main. Lucas sourit, mais ses yeux étaient hantés. Au dessert une tarte aux figues saignantes de désir, il lâcha, « Amaury, il faut que je te dise. Mon père est mourant. Cancer. Et il y a une condition dans son testament. » Les mots tombèrent comme des reliures défaites. Le vieux vigneron, ce patriarche provençal aux mains calleuses, avait légué la propriété familiale vignoble, cave, maison à Lucas, mais à une condition, qu'il se rachetât en épousant une femme du village, pour perpétuer la lignée propre. Amaury sentit le monde basculer. « C'est une blague » rit-il d'abord, puis la colère monta, acide comme le vin tourné. « Tu m'as investi dans l'atelier pour masquer ça? Pour avoir une couverture ?» Lucas nia, les larmes aux yeux, « Non. L'argent, c'était vrai. Notre amour, c'est vrai. Mais Thibaut. Il me force. Si je refuse, tout part à la famille élargie, et on perd tout. » La dispute éclata là, au milieu des intellos parisiens qui feignaient de ne pas entendre. Amaury se leva, renversant sa chaise, « Tu m'as menti. Depuis le début, cette offre inattendue à la banque, c'était un calcul. » Il quitta le café en trombe, laissant Lucas seul avec l'addition et les roses fanées. Les jours suivants furent un enfer pavé de regrets. Amaury ferma l'atelier, ignorant les appels de Lucas, noyant ses peines dans des verres de pastis au comptoir du Petit Zinc. Ses amis du Marais, une galeriste lesbienne nommée Élise, un drag queen barman prénommé Félix le pressaient de pardonner, « L'amour, c'est pas un livre qu'on relit, c'est une histoire vivante, pleine de ratures. » Mais la trahison rongeait Amaury comme un acide. Il repensait à New York, à ce premier amant qu'il avait quitté pour une vie normale, le laissant briser sur les quais du Hudson. Était-ce le même pattern? Paris, avec ses boulevards haussmanniens et ses amours fugaces, lui avait-il tendu un piège plus cruel? Pourtant, l'attirance persistait, tenace comme une encre indélébile. Une nuit, incapable de dormir, Amaury erra jusqu'à la banque fermée, pressant son front contre la vitre froide. Derrière, dans l'ombre, il imagina Lucas comptant des billets fantômes, rêvant d'une vie volée. Au lever du soleil, un texto arriva, « Viens à Provence. Laisse-moi t'expliquer. L'amour n'est pas une dette. » Amaury hésita, puis rangea son téléphone. Il rouvrit l'atelier, mais le cœur n'y était plus. Les clients sentaient son absence d'âme, les reliures devinrent approximatives, les pages mal alignées.
Le point de non-retour survint lors d'une exposition au Louvre, où Amaury présentait une reliure spéciale pour un manuscrit de Rimbaud, Le bateau ivre, symbole de voyage hasardeux. Lucas surgit de la foule, vêtu d'un costume impeccable, un bouquet de lavande à la main. « Je refuse l'héritage », déclara-t-il publiquement, sa voix couvrant le murmure des admirateurs. « Pour toi, Amaury. Pour nous. » Les flashs crépitèrent, les chuchotements se muèrent en applaudissements. Amaury, ému malgré lui, le serra dans ses bras sous les yeux du monde. Ce baiser, devant la Vénus de Milo impassible, fut leur rédemption temporaire. « Pardonne-moi, souffla Lucas. Toujours, répondit Amaury, ignorant que la tempête n'était qu'à son zénith. La réconciliation fut un feu de joie, mais fragile comme une page de papyrus. Ils partirent pour Provence le lendemain, roulant dans la vieille Peugeot de Lucas le long de routes bordées de cyprès centenaires. Le domaine familial s'étendait comme un tableau de Van Gogh, champ de lavande violette ondulant sous le Mistral, vignes torsadées escaladant les collines ocres. Thibaut les accueillit avec une hostilité voilée à un colosse de 40 ans, moustache épaisse et regard de loup, mais il serra la main d'Amaury avec une poigne qui en disait long, « Bienvenue, mais surveille tes arrières. » Le père, alité dans la masse provençale aux murs blanchis à la chaux, était un spectre, peau parcheminée, yeux fiévreux fixés sur un crucifix mural. « Tu as ramené un ami », croassa-t-il à Lucas, ignorant superbement Amaury. « Plus que ça, papa, répondit Lucas, la voix tremblante. Le vieil homme rit, un son rauque comme du gravier, les fantaisies de Paris. Elles ne survivent pas ici. Les jours à la vigne furent un bal masqué d'émotions. Le matin, il cueillait les raisins avec les ouvriers, mains poisseuses de jus sucré, riant des anecdotes locales comment le Mistral avait un jour emporté un amoureux trop ivre. L'après-midi, dans la cave fraîche au fût de chêne, Lucas initiait Amaury aux arômes, notes de cerises noires, de terre humide, de promesses oubliées. Leur nuit, dans la chambre d'enfance de Lucas liée étroit sous les poutres apparentes, étaient des odes au corps, exploration lente, murmure en occitan appris à la hâte, orgasme qui effaçait les frontières entre amant et âme sœur. Ici, je suis libre, confiait Lucas, traçant des constellations sur la peau d'Amaury. Mais la liberté avait un prix, les regards en coin des villageois, les lettres anonymes glissées sous la porte au péché contre nature. Le conflit éclata lors du dîner familial, une table dressée sous les platanes centenaires, illuminée par des guirlandes de lanternes. Thibaut, éméché par le rosé maison, lâcha la bombe, le testament change. Père a décidé, la vigne à moi, si Lucas se corrige. Sinon, tout au neveu. Le silence tomba comme un coup près. Le père, depuis sa chambre, avait écouté par la fenêtre ouverte et hoché la tête en approbation. Lucas se leva, blême, c'est de la barbarie. Je t'ai dit non. Amaury, le cœur serré, posa une main sur son genou, calme-toi. On s'en va. Mais Thibaut ricana, et ton petit atelier, parisien? Sans l'argent de Lucas, il coule. C'est nous qui avons tout financé, en secret. La trahison frappa Amaury comme un coup de fouet. Ainsi, l'investissement initial n'était pas si pur, Thibaut, en coulisses, avait canalisé des fonds familiaux pour tester Lucas, pour le ramener dans le droit chemin. Vous êtes des marionnettistes, cracha Amaury, repoussant son assiette d'agneau aux herbes. Lucas, dévasté, hurla sur son frère, tu m'as utilisé. Pour de l'argent, pour l'honneur familial? La dispute dégénéra en cris, en verres brisés, le Mistral portant les échos jusqu'aux vignes endormies. Amaury, témoin impuissant, vit l'homme qu'il aimait se briser, larmes coulant sur les joues, poings serrés contre la table rustique. Ils fuirent au milieu de la nuit, la Peugeot dévalant les routes sinueuses, phare balayant les ombres des oliviers. C'était un piège dès le début, sanglota Amaury, les yeux rivés sur le pare-brise zébré de pluie. Lucas secoua la tête, non. Mon amour pour toi, c'est la seule vérité. L'argent. Je le rembourserai, pierre par pierre. Ils s'arrêtèrent sur un belvédère surplombant la vallée du Rhône, où les lumières d'Avignon scintillaient comme des regrets. Là, sous un ciel étoilé impitoyable, ils firent l'amour sur le capot encore chaud, un acte de défi contre le monde, corps fusionné dans l'urgence, gémissements étouffés par le vent, une réaffirmation farouche de leur lien. De retour à Paris, la réalité les rattrapa comme une marée montante. L'atelier croulait sous les dettes, les clients, sentant l'instabilité, annulaient leurs commandes. Amaury, rongé par le doute, fouilla un soir le téléphone de Lucas pendant qu'il dormait, message de Thibaut, plan pour sauver la famille en sacrifiant l'héritage gai de Lucas. La jalousie, cette vipère, s'enroula autour de son cœur. Tu joues encore double jeu, l'accusa-t-il au réveil,
jetant l'appareil sur le lit. Lucas, hébété, jura fidélité, c'est du passé. Je t'aime, Amaury. Plus que la vigne, plus que l'argent. Mais les mots sonnaient creux, écho d'un mensonge originel. Pourtant, dans les moments de grâce, leur amour resplendissait. Une exposition au centre Pompidou, où Amaury présenta une série de reliures inspirées de leur voyage aux couvertures en cuir gravées de motifs provençaux, pages intérieures portant des poèmes d'amour anonymes. Lucas, fier, l'embrassa devant la foule, un geste qui fit les gros titres des blogs LGBTQ+ parisiens, L'amour relié, un duo parisien défie les traditions. La presse locale s'empara de l'histoire, transformant leur drame en conte moderne. Mais sous les applaudissements, Amaury sentait le sol trembler. Thibault avait engagé un avocat pour contester l'investissement, arguant d'une influence indue. Le chaos trao surgit comme un orage sur la Méditerranée, imprévisible et dévastateur. C'était mi-août, Paris étouffant sous une canicule qui faisait fondre l'asphalte des Champs-Élysées. Amaury avait reçu une lettre recommandée, Thibault intentait un procès pour fraude, affirmant que l'argent injecté dans l'atelier provenait illégalement du domaine familial, et que Lucas, en le dilapidé pour un caprice homosexuel, violait les termes du testament. La somme réclamée ? 50 000 €, plus intérêt et une ruine pour l'artisan déjà au bord du gouffre. C'est la guerre, murmura Amaury en lisant le document, assis sur le tabouret usé de son atelier, entouré de livres muets témoins de sa chute. Lucas, confronté, explosa, je vais témoigner contre eux. Je renonce à tout. Mais Amaury, épuisé par les mensonges cumulés, vit rouge. Depuis le prêt à la banque, c'était un plan ? Me séduire pour me piéger, me faire porter le chapeau. Les accusations volèrent comme des reliures arrachées, Lucas hurla son innocence, Amaury invoqua les fantômes de New York, ces amours trahis qu'il avait forgés en cynique. La dispute culmina en une gifle instinctive, regrettée aussitôt, suivie d'un silence assourdissant. Lucas, la joue rougie, ramassa son manteau, si tu doutes de moi, alors c'est fini. Il claqua la porte, laissant Amaury seul avec l'écho de ses pas sur les escaliers en colimaçon. Les semaines suivantes furent un purgatoire urbain. Amaury sombra dans une routine mécanique, relier des commandes anonymes la journée, hanter les bars gays du Marais la nuit ou le raid, Cox Bar, cherchant l'oubli dans des flirts éphémères qui ne faisaient qu'aviver la plaie. Élise, sa confidente, l'entraîna à une manif pour les droits LGBTQ+, place de la République, où des milliers de voix scandèrent amour libre, mais même la ferveur collective ne combla pas le vide. Pendant ce temps, Lucas errait comme un fantôme, appels ignorés, lettres glissées sous la porte je t'aime malgré tout, et un soir, une bouteille de Châteauneuf-du-Pape avec un mot, bois pour nous deux. Le procès, fixé au tribunal de grande instance de Paris, fut un théâtre d'ombre. La salle aux lambris sombres, imprégnée d'odeurs de vieux papier et de transpiration nerveuse, vit Thibault parader en témoin star, costume 3 pièces, accent provençal théâtral, jurant que son frère avait été corrompu par un étranger ambitieux. Lucas, appelé à la barre, brisa le silence, l'atelier d'Amaury n'est pas une fraude. C'est mon cadeau d'amour. J'ai renoncé à l'héritage pour lui ou pour nous. Sa voix chevrota, et des larmes coulèrent, provoquant un murmure dans l'assemblée. Amaury, assis au fond, sentit son cœur se fissurer, était-ce un autre acte, ou la vérité nue? Le juge, une femme aux lunettes sévères nommée Madame Duval, suspendit l'audience pour délibération émotionnelle. Dans les couloirs, sous les portraits de Marianne, Lucas s'approcha d'Amaury, écoute-moi une dernière fois. À la banque, ce jour de pluie. Ton dossier tremblait dans tes mains. J'ai vu un homme brisé, comme moi. L'offre, ce n'était pas calculé. C'était le destin qui frappe à la porte. Amaury, les yeux humides, murmura, et Thibault? Lucas soupira, il agit par peur. Père meurt, et avec lui, nos illusions. Mais je choisis toi. Ils s'embrassèrent là, dans le corridor froid, un baiser salé de larmes et de pardon naissant à un moment volé au chaos judiciaire. Le verdict tomba comme une reliure impeccable, non-lieu. L'argent était légal, l'amour intangible. Thibault, furieux, quitta la salle sans un mot, mais un regard vers Lucas trahissait le regret fraternel. Dehors, sous un ciel enfin clément, Amaury et Lucas marchèrent main dans la main le long du boulevard Saint-Germain, les passants indifférents à leur victoire. On recommence à zéro, proposa Lucas. Amaury hocha la tête, avec plus de vérité. Ils rentrèrent à l'atelier, où les livres semblaient les accueillir comme de vieux amis. Cette nuit-là, leur union fut sacrée, lente, révérencieuse, un rituel de guérison où chaque caresse effaçait une cicatrice.
Mais la paix était précaire. Quelques jours plus tard, une lettre de Provence arriva, le père était mort. Lucas, dévasté, partit pour l'enterrement seul. « J'ai besoin de clore ça, dit-il. » Amaury, seul dans Paris automnal, se demanda si l'absence ne raviverait pas les démons. Les feuilles mortes tourbillonnaient sur les quais, et il se surprit à relier un journal intime, le sien, page noircie de doutes et d'espoir. L'amour, songea-t-il, n'est pas une dette remboursée, mais un fil tendu entre deux cœurs imparfaits. L'hiver enveloppa Paris d'un manteau de givre, transformant la Seine en un ruban argenté sous les ponts voûtés. Lucas revint de Provence changé, plus mûr, les épaules alourdies par le poids d'un adieu non dit. L'enterrement avait été un rituel provençal austère, vin partagé en silence, terre jetée sur le cercueil sous un olivier millénaire, mais Thibaut, dans un moment d'ivresse funèbre, avait murmuré, désolé, frangin. C'était pour te protéger de lui-même. Ces mots, aigres-doux, avaient fissuré la carapace de Lucas, le forçant à affronter son deuil, non seulement paternel, mais celui d'une identité longtemps niée. Je suis gai, Amaury. Et fier, confia-t-il en rentrant, serrant une branche de laurier cueillie sur la tombe. Amaury, ému, l'accueillit avec un thé fumant et un baiser qui scella leur renaissance. L'atelier fleurit à nouveau, métaphore de leur union résiliente. Avec l'argent du règlement et une compensation modeste de Thibaut, repentant, ils embauchèrent un apprenti, un jeune artiste queer nommé Julien, qui apporta une fraîcheur digitale à leurs reliures artisanales. Les commandes affluèrent, un album de photos pour un couple arc-en-ciel célébrant leur Pax, une édition limitée de poèmes de Verlaine pour une librairie du quartier latin. Lucas quitta la banque, investissant son temps dans le projet, il gérait les réseaux sociaux, postant des stories de leur journée aux mains tachées d'encre, rires partagés sur un établi encombré. Leur amour devint public, non par ostentation, mais par évidence, promenade au jardin des Tuileries, où ils se tenaient par la taille sous les statues marmoréennes, dîner chez des amis, où Félix le drag queen les taquinait sur leur romance reliée. Pourtant, les échos du passé persistaient, comme des pages mal pliées. Une nuit de Noël, alors que Paris scintillait de guirlandes et de vin chaud, Amaury reçut un appel anonyme, une voix déformée, provençale, l'avertissant que Thibaut complotait encore, rumeur de vente forcée de l'atelier pour punir Lucas. Paniqué, il confronta son amant, encore des secrets. Lucas, las, avoua, Thibaut m'a écrit. Il veut racheter la vigne pour la famille, mais il propose de nous aider, financièrement, si on est discret de point. La vieille blessure saigna à nouveau. Amaury, furieux, paqua un sac, je ne serai pas ton alibi éternel. Il s'enfuit dans la nuit enneigée, errant jusqu'au Sacré-Cœur, où les marches glacées offraient une vue sur une ville endormie. Lucas le retrouva au lever du jour, silhouette solitaire contre le dôme blanc. Arrête de fuir, implora-t-il, tombant à genoux dans la neige vierge. Moi aussi, j'ai peur. De te perdre, de tout perdre. Mais l'amour, c'est pas une transaction bancaire. C'est un saut dans le vide. Ces mots, nus et vrais, désarmèrent Amaury. Ils pleurèrent ensemble, puis s'embrassèrent sous la première lumière, un serment scellé par le froid mordant. Thibaut, contacté par Lucas, envoya une lettre finale, garde la vigne en mémoire, pas en chaîne. Pardonne-moi, petit frère. Et toi, Amaury, protège-le. C'était la clôture, une trahison transmuée en leçon d'humanité. Le printemps ramena la vie, avec ses bourgeons timides le long des berges. Amaury et Lucas organisèrent une exposition commune au Marais, Reliure d'âme, où chaque livre racontait une histoire d'amour défendue ou des extraits de Wilde, de Gide, reliés de cuir teinté aux couleurs de l'arc-en-ciel. La foule afflua, activistes, artistes, curieux anonymes. Au milieu de la soirée, Lucas prit le micro, cette offre inattendue à la banque? Ce n'était pas de l'argent. C'était le début d'une vie. Il s'agenouilla, tirant une bague simple un anneau d'argent gravé d'une vigne entrelacée, « Épouse-moi, Amaury. » Pas pour l'héritage, mais pour l'éternité. Les larmes coulèrent, les applaudissements tonnèrent. Amaury, le cœur gonflé, répondit « oui ». Pour chaque page, chaque pli, chaque amour inattendu. Leur baiser, sous les flashs bienveillants, fut le climax d'un roman humain, kitsch, poignant, profondément romantique. Thibaut, présent incognito au fond de la salle, esquissa un sourire avant de s'éclipser, un fantôme réconcilié. Des années plus tard, dans leur maison rénovée en Provence aux vignes adoptées, pas conquises, Amaury reliait encore, Lucas vendangeait avec joie. Leur amour, forgé dans la trahison et la pluie parisienne, était devenu une tapisserie indélébile, tissée de conflits surmontés,
de tendresse quotidienne, d'une humanité qui célèbre l'imperfection. Paris, au loin, gardait le souvenir de ce prêt transformé en vœu éternel, une offre inattendue, mais la plus belle des dettes.